BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver après ce petit break. De quoi je me mêle, vous le savez, tous les week-ends, c'est toute l'actualité de la tech, à la fois sur BFM Business, radio, télé, sur YouTube, en podcast, audio, vidéo, vous faites comme vous voulez. Et j'espère que vous allez bien avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, l'actualité dans un instant bien sûr de cette semaine qu'on va commenter avec Anthony. Et puis juste après, Christophe Joly nous rejoindra pour notre rendez-vous nostalgique. Et là, on va se plonger dans un gadget qui, à la fin des années 90, début des années 2000, nous a fait tous rêver. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit robot Aibo de Sony qui n'a pas eu un grand succès finalement, mais qui était une vraie pépite technologique? Eh bien, on va, avec Christophe, vous raconter l'histoire de ce robot étonnant signé Sony. Voilà, vous savez tout. J'espère que tout va bien. Merci de nous suivre. C'est parti pour De quoi je me mêle. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Voilà, il y a un petit clin d'œil pour ce nouveau générique qui est bien sympathique. Et Anthony Morel est là. Salut Anthony. Salut François. Alors Anthony, tout va bien? Ça va. Tu as changé de place cette semaine. Mais oui, j'ai tenté une is no good, tu vois. En fait, tu essaies tous les sièges de ce plateau, exactement. j'ai l'impression. C'est vrai. Mais le tien était bien confortable, je dois dire. Vrai, avec des petits coussins avec ton petit coussin en plus. Alors que j'ai découvert le coussin parce que je savais pas qu'il y avait un coussinet. Mais pour tout vous dire, il y a un petit coussin en dessous de mon siège parce que comme ça, je suis un tout petit peu plus haut par rapport au micro. Ouais, c'est voilà, ça. Bon, là, vous êtes dans le off de quoi je me mêle. En tout cas, merci pour d'avoir assuré aussi parfaitement De quoi je me mêle. C'est un vrai plaisir, Anthony. Merci à toi pour la confiance que tu me fais et aux auditeurs. J'ai eu des retours sympas, donc vraiment merci pour votre bienveillance à tous. Alors, dans l'actualité, pour cette semaine, on va parler de Twitter et la disparition, la réapparition du petit badge bleu, c'est un peu la pagaille. On va parler aussi de Human, qui est un truc assez intéressant, une invention dont on ne comprend pas forcément trop le sens, qui est conçu par des anciens d'Apple. Et puis, on évoquera aussi justement Apple et la santé. Mais pour débuter, une claque visuelle. Si vous êtes avec nous en vidéo ou à la télé, vous allez voir un truc incroyable. C'est un jeu vidéo qui est en préparation, Anthony, et qui est tout bonnement hallucinant. Ouais, en termes de réalisme, à tel point d'ailleurs que beaucoup ont cru que c'était un fake, que c'était un film en fait. Les images qui ont été dévoilées de ce jeu, qui est un jeu français, il faut le noter, donc ça s'appelle Unrecord. Les images sont juste folles, c'est-à-dire que vraiment en termes de qualité graphique, en termes de texture des décors, de fluidité de mouvement, on a l'impression d'être en train de regarder un documentaire. Je décris un petit peu pour ceux qui nous écoutent. En gros, c'est un FPS, donc c'est un jeu de tir à la première personne où on joue en fait le rôle d'un policier. Tout est filmé par la bodycam, donc par la caméra corporelle que porte le policier. Donc ça apporte du réalisme encore plus. C'est ça. Donc on a un côté vraiment immersif, très très poussé, et donc on va être en zone hostile et on doit tirer sur, j'imagine, des terroristes. On n'a pas encore tout le scénario ou le pitch de ce jeu, mais c'est la qualité graphique en tout cas qui est extrêmement spectaculaire. Et c'est vrai que quand les images ont été dévoilées, en plus c'est un petit studio de développement français qui s'appelle Drama, qui est pas forcément très très connu. Oui, c'est pas Activision, c'est pas voilà quoi, c'est pas un truc. Et donc du coup, les gens ont dit non mais ça c'est n'importe quoi, c'est du bidon. En fait, ils ont intégré des images filmées pour faire croire que c'était un jeu alors qu'en fait non, et du coup face à cette espèce de levée de bouclier, oui, c'est ça. Et le développeur du jeu a dû dire non, on va vous montrer un document de travail. Donc ils ont publié une deuxième vidéo où on voit en fait les mêmes images mais dans le moteur graphique quoi, si tu veux. Donc on voit qu'en fait moins belle, mais on va dire en on voit qu'ils sont en train de bosser dessus et que c'est du jeu en fait, voilà, qu'ils peuvent travailler dessus. Et ensuite le jeu a été testé, je crois qu'ils ont envoyé à des médias spécialisés du genre IGN des extraits jouables du jeu, des petites démos jouables, et et ceux qui ont pu le tester ont confirmé qu'effectivement le résultat était absolument bluffant. Donc là, alors ça tourne sous Unreal Engine 5, qui est vraiment le moteur graphique le plus puissant, qui est vraiment une bête de guerre. C'est vraiment une Rolls-Royce. Mais c'est vrai que ça nous fait entrer un petit peu dans l'ère des jeux photoréalistes, comme on appelle ça, c'est-à-dire des jeux où on ne pourra même plus faire la différence entre l'image qui est tirée d'un jeu et une image de la réalité. Alors le seul truc, excuse-moi je te coupe, mais le seul truc qu'on ne voit pas, ce sont les protagonistes de ce jeu. Ouais. Et c'est peut-être ça le plus compliqué à faire en photoréaliste, parce que c'est vrai que les décors qu'on voit, si vous êtes avec nous là en vidéo, on a l'impression de voir une vidéo YouTube, quoi. C'est impressionnant, mais on ne voit pas vraiment
assez longtemps les ennemis. Absolument. Et je pense que c'est là où on se rendra compte que si oui ou non on a un photoréalisme à 100%. Quoi. Tu as tout à fait raison, d'autant que là, alors c'est un petit montage, mais en fait, si vous allez voir sur leur chaîne YouTube la vidéo sur le long, vous voyez à un moment une interaction avec un ennemi en corps à corps, Oui, en rapproché, oui. et tu as complètement raison. C'est là qu'on voit, parce que là c'est moins réaliste, en tout cas il y a une granularité sur le visage, etc., qui fait qu'on voit que ça n'est pas du film. Donc oui, il y a encore des limites. Mais c'est vrai qu'on va quand même très très loin. C'est absolument bluffant. Et pour moi, ça c'est la première étape. On va avoir tous les éditeurs de jeux qui vont nous proposer des jeux comme ça dans les mois et les années qui viennent. Je crois qu'il y a un Tomb Raider notamment qui doit tourner sur Unreal Engine 5 aussi, qui doit sortir dans pas très longtemps. Qui se veut être aussi photoréaliste comme celui-ci. Je crois qu'en tout cas c'est leur ambition. Et ça va être ça en fait. C'est le futur des jeux AAA, comme on dit, les jeux qui coûtent beaucoup d'argent à développer aussi en général, mais qui vont être... Moi je me souviendrai toujours, c'était Yves Guillemot, tu sais, le fondateur d'Ubisoft. Qui était venu nous voir, mais il y a des années de ça, sur BFM Business, et c'était pas du tout, on n'avait pas encore des consoles, alors c'était pas la Super Nintendo, mais enfin on était peut-être à la PlayStation 3, donc en termes de réalisme, on n'était pas encore au niveau d'aujourd'hui. Et il nous disait, vous verrez, demain ou après-demain, les jeux vidéo, ce seront des films dont vous êtes le héros. Et c'est exactement à ça qu'on est en train d'arriver. On a une qualité graphique absolument dingue, on a une qualité scénaristique qui est absolument dingue, tu vois, des studios et des jeux Quantic Dream, enfin voilà, il y a maintenant des narrations qui sont incroyables. C'est ça, tu vois, et donc quand tu combines les deux, plus les comédiens qui maintenant sont intégrés dans les jeux vidéo. Tu as Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, tu as Kevin Spacey qui a joué un grand méchant dans Call of Duty, tu as qui est-ce que t'as eu comment elle s'appelle, Léa Seydoux, qui a joué aussi dans Death Stranding. Enfin, il y a plein de jeux maintenant qui font appel à des comédiens professionnels, et même pas seulement des stars d'ailleurs, même des comédiens un peu moins connus. Donc il y a cette frontière entre le jeu vidéo et le cinéma, et les deux industries d'ailleurs qui vont se rapprocher de plus en plus. On le voit parce qu'il y a de plus en plus aussi d'adaptations de jeux en film. On a vu le succès de Mario récemment. Donc il y a vraiment ce pont-là qui est en train de se faire, qui est hyper intéressant, et qui va aussi poser des questions. Alors, j'allais dire presque, pas philosophique, mais alors, déjà sur ce jeu-là, il y a eu un débat, alors c'est très intéressant parce que souvent c'est les médias mainstream qui diabolisent le jeu vidéo, moins maintenant, mais ça a été le cas pendant des années. Ah ouais, on a vu des trucs quand même, nous, il y a quelques années. Ouais, enfin c'était insensé évidemment. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que tu as le débat sur est-ce que ce jeu est trop réaliste ? Tu veux avoir un jeu de tir comme ça à la première personne où tu as vraiment l'impression de pouvoir être en train de buter des gens, est-ce que ça va pas trop loin ? Et en fait là, ce débat, ce mini débat sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas des médias mainstream qui l'ont poussé, c'est des médias jeux vidéo. Il y avait un article sur jv.com par exemple. Est-ce que ce jeu n'est pas trop réaliste ? Est-ce que ça va pas trop loin ? Est-ce que ça va pas trop loin ? Est-ce que ça crée pas, tu vois, enfin ça se poserait pas si c'était un jeu de voiture, t'imagines bien, mais là comme c'est un FPS, forcément ça pose la question. Donc il y a ce truc là qui va quand même va falloir en discuter aussi. Et puis tu as aussi le fait qu'on va pouvoir utiliser des images de ces jeux photoréalistes pour faire du deepfake, enfin pour faire pas du deepfake, mais pour en tout cas faire passer ça pour des images réelles. Et il y a quelques mois, alors c'était un autre studio qui est un studio tchèque qui s'appelle Bohemia Interactive, et c'est eux qui font un jeu qui s'appelle Arma 3, c'est un jeu de guerre très réaliste aussi. Et en fait, il y a des mecs qui ont récupéré des images de ce jeu et qui les ont publiées sur les réseaux sociaux en faisant croire que c'était des images du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais des vraies images. Tu vois, ils disaient non, mais regardez ce qui se passe. Alors, je sais pas si c'était si c'était de la propagande pro-russe ou pro-ukrainienne, ça n'a pas d'importance de toute façon. Mais en gros, c'est ça, c'est l'idée que tu peux faire croire en fait que c'est du vrai. Et à tel point d'ailleurs que l'éditeur de ce jeu avait dû publier une sorte de petit tutoriel avec comment spotter, comment comprendre que c'est une vidéo qui est tirée d'un jeu vidéo ou une vraie vidéo. Ils avaient donné quelques points comme ça d'explication. Donc tu vois, ça va quand même très très loin. Ouais, ça va loin. Et puis rajoutons une petite couche d'IA et de ChatGPT là-dedans pour avoir des scénarios illimités qui correspondent à nos envies, etc., etc. Imaginez un petit peu le jeu vidéo de demain, ultra réaliste, des histoires intelligentes qui vous correspondent. Enfin, voilà, ça va être incroyable. Et si tu mets ça en plus dans un casque VR, waouh! Non, mais t'imagines le truc, quoi. Bah oui. Parce que là, l'immersion, elle va être complète. Alors, ça va prendre des années, parce que encore une fois, on en a déjà discuté pas mal de fois, mais voilà, le temps que les casques VR soient aussi à la hauteur par rapport à ça. Encore que, avec l'unité centrale dans le dos, comme ça se fait parfois. Ça va être intéressant de voir si ce jeu peut tourner sur PS5, par exemple. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a la puissance, la capacité graphique à faire tourner, je pense.
Je pense ça doit être possible, mais on arrive déjà creuser, assez loin, c'est vrai, sur la PS5, mais bon, là, je pense qu'ils visent plus des PC très haut niveau pour l'instant. Non, il n'y a pas de date, ils n'ont pas donné beaucoup plus d'informations. En tout cas, c'est ça le problème de la conception d'un jeu vidéo, ça peut prendre des années et des années. Ouais, bien ça sûr. prend des années et des Bon, années. puis après, il faudra aussi voir, tu sais, la différence entre les séquences vraiment in-game, quand toi tu peux jouer, et les séquences de démo où on te montre des images de ce qui est capable de faire le moteur graphique. graphique. Parce que là, on montre ce que tu veux, ce qu'on veut. Voilà, on a eu déjà des déconvenus entre ce qu'on voyait à l'E3 parfois et puis ce qu'on avait à la fin sur notre écran, quoi. Donc voilà, faut aussi attendre ça un petit peu avec un peu plus de précision. Dans l'actu, alors ça c'est photoréaliste, hein, c'est le n'importe quoi de Twitter. Ça, il n'y a pas plus photoréaliste que ça. C'est irréaliste. c'est surréaliste. C'est surréaliste. Et vous l'avez sans doute remarqué, voilà la petite coche bleue qui a disparu, qui pour certains est revenue, avec évidemment les commentaires parfois surréalistes, souvent surréalistes d'Elon Musk. Ouais, voilà, le feuilleton Twitter continue, Anthony. Ouais, on va se faire enguirlander encore parce qu'on tape sur Elon Musk et à chaque fois il y a des commentaires et tout. Ouais, de toute façon, vous y comprenez rien, vous aimez pas Elon Musk. Mais si, on adore Elon Musk. C'est pas vrai en plus. On n'arrête pas de le dire qu'on adore Elon Musk. Mais peut-être faut-il préciser le truc. Alors, c'est notre métier de commenter l'actu. Oui. Voilà, bon, déjà. 2, on adore Elon Musk. Franchement, Elon Musk, pour moi, c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'histoire, est déjà rentré dans l'histoire, et dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on parlera d'Elon Musk comme étant quelqu'un qui a porté des ruptures technologiques incroyables, ça c'est certain. Mais c'est vrai que là, on se moque de l'instant T d'Elon Musk. Ouais. Et de ses facéties, c'est tout. C'est exactement ça. Moi, quand il fait décoller des fusées, atterrir des fusées, il me fait rêver. Quand il fait rouler des voitures, il me fait rêver. Bien sûr. Quand il gère son réseau social, il me fait rire. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Tu vois, et rire encore. Et je pense que lui aussi doit rigoler. Oh bah oui, évidemment. C'est vraiment, il est incroyable pour ça. Mais c'est vrai que cette histoire des coches bleues là, c'est complètement hallucinant. Donc franchement, on s'y perd. Hein. Donc faut rappeler juste rapidement ce qui s'est passé. Donc le 20 avril, on a commencé à supprimer tous les comptes qui étaient certifiés, c'est-à-dire tous ceux qui avaient une coche bleue parce que voilà, ils l'avaient obtenue, parce qu'ils avaient fait valider leur compte au fil des années, parce que c'était des personnalités ou autres. Ça c'était fini. Et maintenant, ceux qui veulent avoir la coche bleue doivent absolument payer. Voilà, ils doivent payer $10. Donc il y a eu une bronca absolument dingue. Bon, il nous avait averti. Il avait averti, hein, ça faisait longtemps que de toute façon c'était dans les tuyaux. On savait à quelle sauce on allait être mangé. Mais alors, le truc, c'est que c'est toujours pareil avec Elon Musk, c'est le fait du prince. C'est-à-dire que tout à coup, donc, les coches bleues ont disparu pour la grande majorité des gens. Et puis tout à coup, il y en a qui ont réapparu. C'est-à-dire que des personnalités du genre LeBron James, Stephen King, qui est un peu en plus l'ennemi juré, enfin entre guillemets, hein, mais bon, il se taquine pas mal, on va dire via Twitter. Oui, le démocrate contre le libertarien. Quoi, exactement. On va dire, hein, il y a vraiment ça. Mais je pense qu'il s'apprécie et je pense que Elon Musk est fan de Stephen King. Hein. Je pense aussi. Non, mais Elon Musk, il est très ouvert. Il rigole un peu avec tout ça. C'est-à-dire, ok, vas-y, tu me tacles, tu me détestes, mais je t'en donne ta coche bleue quand même. C'est pas grave. Voilà. Et donc Stephen King dit, je comprends pas. J'ai pas payé et j'ai ma coche bleue. C'est ça. Et donc du coup, en fait, ce qu'on a appris, c'est que Elon Musk, encore une fois, le fait du prince, pour des personnalités qu'il aime bien, il a redonné la coche bleue et il les paye lui-même, dit-il. Bon, ok, il paye leur abonnement. Les abonnements, les comptes qui ont plus d'1 million d'abonnés, visiblement, ces coches bleues aussi, on vous la redonne. Les personnalités qui sont décédées, par exemple, Johnny Hallyday, il a retrouvé sa coche bleue. Il s'en fiche un peu maintenant, mais enfin bon, mais il a sa coche bleue, tu vois. C'est surréaliste, quoi. Il y a vraiment ce truc, il y a eu plein de... Parce que tu as aussi les entreprises qui, elles, n'ont pas une coche bleue, elles ont un truc doré, mais sauf qu'il y a eu des micmacs du genre il y a un faux compte Disney qui a obtenu le truc doré alors que c'était pas du tout Disney, donc c'est un compte qui racontait n'importe quoi en plus, donc il y a énormément d'embrouilles. Ce que je trouve intéressant, au-delà du côté un peu Capharnaüm de la chose, pour pas utiliser d'autres mots, c'est si on analyse le truc d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que là, pour moi, la petite marque bleue, c'était un truc de statut en fait que tu obtenais et qui était un peu une fierté sur le réseau social. C'est vrai. Moi je sais pas, je l'ai jamais eu. Toi, tu l'as toi ou pas Alors je l'avais. Toi tu l'avais. Je l'avais et elle a disparu. Ouais, c'est ça. Moi je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais demandé non plus. Mais disons qu'il y avait ce truc un peu statutaire. Tu l'avais parce que tu l'avais entre guillemets mérité, soit parce que tu avais de l'influence sur le réseau, soit parce que tu étais une personnalité dans la vie réelle. Enfin voilà, il y avait ce truc. Voilà. Maintenant, en fait, tu l'as parce que tu payes. Et du coup, je sais pas si tu as remarqué,
mais c'est devenu presque une honte sur le réseau social d'avoir cette petite marque bleue. Oui, parce que c'est pas une discrimination, mais on va se dire, bah tiens, il a la coche bleue, il a payé, et s'il paye, c'est qu'il a besoin de reconnaissance. Et en fait, tu t'imagines, tu fantasmes sur plein de choses. C'est exactement très étrange. C'est tu payes pour avoir une forme de validation sociale. Et du coup, il y a plein de... Moi, j'ai vu plein de commentaires comme ça. Ça entraîne des jugements. Ah ben c'est ça. C'est genre, vas-y, ok, t'as besoin de payer. Et en gros, maintenant, t'es presque un paria de Twitter. Celui qui paye, vas-y. Certains s'en servent pour, en gros, te dénigrer dans les commentaires. Vas-y, de toute façon, toi, t'as payé pour Twitter, donc tes commentaires, ils vont rien. Ce qui me fait quand même beaucoup rire, parce que en gros, c'était un truc de statut social, et maintenant, c'est un truc qui te dénigre quasiment, et à tel point qu'il y a même un hashtag maintenant qui circule, c'est je sais plus comment ça s'appelle, Block the Blue, ou je sais plus comment c'est, où en gros c'est pour que tu ailles bloquer les comptes qui ont la petite coche bleue. Donc voilà, c'est vraiment un truc, la guerre des coches. La guerre des coches. Non mais c'est rigolo parce que Musk a toujours dit, lui il disait quand il est arrivé, aujourd'hui on a un système sur Twitter qui est le système Lords and Peasants, donc c'est les seigneurs et les gueux, en gros ceux qui ont le truc bleu et ceux qui ne l'ont pas, et moi je veux un système plus démocratique. Mais en fait c'est pas vraiment un système plus démocratique, c'est un système à deux vitesses, où tu as ceux qui payent, qui ont leur petite coche et qui leur apportent pas grand-chose, si ce n'est dans le référencement apparemment d'être plus avantagé, ce qui est quand même pas très normal non plus, quoi. C'est-à-dire que toi tu l'as plus, tu payes pas, tu postes des trucs hyper intéressants, bah en fait personne va les voir. Alors que le mec qui aura payé et qui va juste mettre ce qu'il a mangé au petit déjeuner, ou une vidéo tu vois, une vidéo de chaton qu'il a piqué sur YouTube, lui par contre il va être référencé. Oui, c'est ça le paradoxe. Bon, est-ce que après on s'en rend compte, hein, Elon Musk il est comme ça. Il teste, ça pète, ça casse, bah, il revient en arrière, il repart dans une autre direction. On va bien voir comment tout ça va évoluer. Mais c'est vrai que là, comme ça, de manière un peu court-termiste, on se dit que voilà, cette coche bleue a perdu son sens. Et moi, pour la petite histoire, en fait, c'est même pas moi qui l'avais demandé. C'était, tu sais, quand on fait partie d'un groupe de médias. Alors, à l'époque, j'étais RMC. Je pense que toutes les personnalités, tous les présentateurs d'RMC, RMC avait fait la demande. Voilà, et j'avais reçu un mail en me disant, ben voilà, vous travaillez bien à RMC, donnez-nous votre mail professionnel, et à partir de là j'avais eu cette coche bleue. Donc c'était si tu veux, voilà, il y avait des relations entre les médias et Twitter. Bien tout sûr. Ça disparaît en quelque sorte aussi. Plus, bah oui, alors déjà parce que les relations entre les médias, entre Elon Musk et les médias, je rappelle que maintenant dès que tu fais une demande presse à Elon Musk, il te répond par un emoji caca. Hein, d'ailleurs c'est hyper marrant. Je pense à ça parce que je lisais un article tout à l'heure du New York Times justement sur ça, sur toute l'histoire des coches bleues et tout ça. Et tu sais, normalement les journalistes ils disent nous avons essayé de contacter machin, il ne nous a pas répondu, ou il nous a donné une fin de non-recevoir, et maintenant la réponse c'est il nous a répondu par un emoji caca. Je trouve ça extraordinaire. Tu vois, dans l'exercice journalistique, c'est incroyable. C'est trop bon. Non mais t'as raison, mais il y avait une question au-delà de la validation sociale, il y avait aussi une question d'usurpation d'identité, c'est-à-dire que c'était une validation de ton identité, et maintenant globalement n'importe qui peut se faire passer sur toi. Ah oui, alors moi j'ai eu ma petite heure de gloire, j'ai eu mon premier fake account. Moi, il y a quelqu'un qui a créé un compte Anthony Morel, je te jure, pour se moquer de moi un peu et tout, mais c'était très gentil, hein. Bon, ça va. Il se moquait de mes cheveux, donc ça va, parce que je suis habitué et je le prends pas trop mal, mais voilà, j'étais assez fier de ça. Vous pouvez vous moquer de nos cheveux, hein. Oui, il n'y a aucun problème, et créer des comptes, faites-vous plaisir, allez-y, hein. Et si vous en avez marre d'Anthony, occupez-vous de moi, hein, voilà. Pas de problème. Dans l'actu, alors là on va parler d'un truc incroyable. Vous savez qu'on évoque souvent l'avenir du smartphone, en fait. Est-ce qu'il sera dans les lunettes? Est-ce qu'il sera sur le bras? À quoi ressemblera la future interface de communication qu'on aura au quotidien? C'est une vraie question. Une vraie question, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a des boîtes qui travaillent sur des concepts étonnants. Et c'est le cas d'anciens d'Apple qui sont partis et qui ont créé Human. C'est ça, c'est une boîte alors, qui est à la fois très mystérieuse et très en vue dans la Silicon Valley. Très, très mystérieuse parce que ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur un projet où en gros ils disent on va remplacer le smartphone. Bon, et rien que ça, en toute modestie, tu vois, en toute modestie. Alors je vais peut-être expliquer ce qu'ils ont présenté et puis après on reviendra sur la boîte elle-même. Voilà, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez un monsieur qui fait une démo et qui projette sur la paume de sa main une information. Exactement. Donc en fait c'était dans le cadre d'un TED Talk là, dont les conférences où on parle de plein de sujets, et donc il présentait cette interface. Alors en fait ça part de ce petit pins là qui porte sur sa veste, le monsieur. Il a une sorte de badge qui fait la taille d'une clé USB, on va dire,
et qui projette effectivement, là c'était sur sa paume, mais ça pourrait être sur une table, ça pourrait être sur un mur. En gros, ça transforme n'importe quelle surface en écran et tu vas avoir toutes les informations que tu aurais sur un smartphone. En fait, c'est de la réalité augmentée, de la vraie réalité augmentée en quelque sorte. C'est ça, exactement. C'est génial ce truc. Le principe est vraiment pas mal. Ouais. Alors la démo qu'il a faite, elle n'est pas incroyablement spectaculaire. Alors les images qu'on voit là, pour le coup, c'est des montages qui ont été réalisés après coup, mais c'est pas des images officielles de cette startup. Ok. Donc voilà, tout ça c'est du fake, ce qu'on voit là. C'est ça. La seule vraie démo qu'il ait faite, c'est celle qu'il a fait sur la paume de sa main, où on le voit en fait prendre un appel de son épouse. Donc on voit les informations de l'appel, donc décrocher, raccrocher. Il appuie et c'est terminé. Il a fait une autre démo où il a une barre de chocolat dans la main. Et il demande qu'est-ce qu'il y a dans ma barre de chocolat, et le petit appareil la scanne, enfin analyse. Un peu comme un Yuka, quoi. Ouais, un peu comme un Yuka, exactement, et lui donne la composition nutritionnelle. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en gros, ça montre. Mais donc, il y a un haut-parleur. Ouais, absolument. En fait, si tu veux, c'est une interface. Tu vas pouvoir avoir une interface à la fois gestuelle, tactile potentiellement, mais surtout vocale. En gros, c'est de l'intelligence artificielle et tu vas pouvoir interagir comme ça, lui poser des questions, donc tu as une sorte de ChatGPT intégré, j'imagine, et avoir en même temps toute l'interface que tu aurais sur un smartphone, mais qui va s'afficher devant toi sur n'importe quelle surface, comme n'importe quelle surface se transforme en écran. En gros, c'est ça qu'ils ont présenté. Je trouve la promesse est intéressante. On en est où ? Parce que, bon... Évidemment, il nous tarde de tester ce truc-là. Ouais, pour l'instant, c'est quoi ? C'est encore du concept ? C'est du prototype. Ouais, c'est du prototype. En fait, je te disais que c'était une boîte mystérieuse parce que ça fait plusieurs années donc qu'ils travaillent sur ce sujet-là. C'est la première fois qu'ils montrent un truc vraiment concret. Donc c'est pour ça que c'était un mini-événement. Parce que c'est une entreprise qui est très courtisée aussi dans la Silicon Valley. Ils ont levé plus de 230 millions de dollars. Sur la base de promesses, quoi. Et auprès de Microsoft, de Qualcomm, d'OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT. Donc c'est quand même donc pas rien. Ils ont quand même de jolis gars derrière qui les soutiennent. Clairement. Et pourquoi ? Notamment à cause du nom des deux cofondateurs qui sont pas n'importe qui. C'est Imran Chaudhry qui était l'un des designers vedettes chez Apple, qui a bossé pendant 20 ans chez Apple, et son épouse qui bossait aussi chez Apple, qui s'appelle Bethany Bongiorno. Ils ont dû se rencontrer là-bas, j'imagine, je sais pas. Et donc c'est pas n'importe qui, je te disais, parce que Imran Chaudhry, c'est lui qui a conçu le premier brevet déposé par Apple pour un écran tactile. Donc tu vois, c'est quand même pas rien. Et c'est lui qui a designé, alors j'imagine qu'il n'était pas seul, qu'il avait une équipe évidemment, mais l'interface iOS, c'est-à-dire l'écran avec les rangées d'icônes telles qu'on le connaît aujourd'hui sur tous les smartphones du monde. A priori, c'est ce mec-là qui l'a conçu. Ah oui, c'est quand même c'est de la voiture de sport, quoi, le gars. Voilà. Et son épouse, c'est de la compète quand même, et son épouse a bossé sur la conception des premiers iPads. Donc en gros, quand ces deux-là te disent le smartphone c'est has-been et la prochaine interface ça va ressembler à ça. Ouais, tu les écoutes respectueusement, quoi. Voilà, on a le droit d'être sceptique et de dire non, moi j'y crois pas trop à cette histoire de badge et tout, mais enfin on peut voir regarder ce qu'ils ont à proposer, quoi. C'est pas toi ou moi qui disons ça, surtout moi d'ailleurs. Non attends, c'est pareil. Nous on essaye de jouer les futurologues des fois. Non mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on réfléchit souvent justement à cette ère du post-smartphone, à quoi ça ressemblera. On sait que Zuckerberg lui imagine que ce sera les casques de réalité virtuelle ou des lunettes avec de la réalité augmentée. On sait qu'Apple travaille aussi sur ces sujets-là. Musk, lui, travaille sur les implants neuronaux, donc sur ces nouvelles interfaces homme-machine. Voilà, ce sera peut-être le vrai form factor, ce sera peut-être celui qu'on vient de vous présenter ici, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a ces pistes de recherche qui sont en train de se développer. Ce que je trouve formidable, c'est la créativité humaine, finalement, qui essaie, à partir de ce constat, quel va être le nouveau smartphone. On part dans tous les sens. La plupart du temps, ça va terminer à la poubelle, ce truc-là. Rappelle-toi aussi de Magic Leap, là. Ça me fait penser à cette histoire. Enfin, je ne leur souhaite pas le destin de Magic Leap, mais tu te rappelles combien de milliards ils avaient levé 2 milliards, je crois. C'est énorme. Google avait mis énormément d'argent pour un truc qui n'a jamais... sur la base de vidéos qui étaient survendeuses, quoi, parce que c'était des lunettes de réalité augmentée. Ouais, c'était de la réalité augmentée avec des lunettes. Tu voyais, tu avais cette vidéo avec une baleine là, qui explosait dans un gymnase. Tu avais l'impression d'avoir devant toi. Mais sauf qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité. Puis on a vu, moi, je suis toujours très admiratif. Ça sera futur Theranos, tiens. Non, j'espère pas. Les pauvres, attends, horrible. Non, moi, je pensais à un autre exemple parce que je suis toujours admiratif de ces gens qui sont quand même dans le confort d'une entreprise. Enfin, tu vois, quand tu es chez Apple à ce niveau-là, à mon avis, le mec, il devait gagner des millions et des millions par an et de dire je plaque tout pour aller faire du hardware, ce qui est quand même très dur, et créer un nouveau type de produit. Et être convaincu.
de toucher la nouvelle interface homme-machine finalement. Exactement. Moi, je trouve ça vraiment admirable. Mais moi, je leur souhaite un meilleur succès. Alors, je pensais à un autre exemple, c'est Andy Rubin, tu sais, le fondateur d'Android, qui est parti fonder sa marque de smartphone Essential, qui n'a pas forcément très bien fonctionné non plus. Mais là, c'était moins innovant parce que c'était un smartphone en fait. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'être un grand nom de la tech pour que ça fonctionne. C'est clair. Pour terminer, on va parler d'Apple. Apple qui, vous le savez, prépare sa WWDC. Ce sera début juin. Est-ce qu'on aura ce masque de réalité augmentée présenté? Dieu seul le sait. Enfin, Tim Cook doit le savoir. Peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il paraît que parfois tout se décide quelques jours avant pour voir si tout est prêt. C'est fou quand même. J'adorerais être derrière la préparation de ces grands événements. Ça doit être dingue. Enfin, s'ils ne présentent pas leur casque, là, ça va être la douche froide quand même. Attends, on l'a tellement teasé le truc. Et on ne va pas parler de ça, puisque Apple a été assez discret concernant tout ce qui est intelligence artificielle ces derniers mois. Tout le monde s'est excité là-dessus, évidemment Google, Microsoft, tous les autres. Apple non, mais il pourrait prendre la main sur le sujet avec la santé. Ouais, ce qui est très malin comme positionnement d'ailleurs. Alors, c'est encore assez lointain, tout ça, c'est des informations de Bloomberg et du célèbre Mark Gurman, journaliste très bien informé en général sur tout ce qui touche à Apple, et qui nous dit qu'il doit avoir une webcam dans les salles de réunion dans la chambre de Tim Cook, je pense. Ou dans la chambre de Tim Cook, je ne sais pas où il est, mais c'est incroyable. Il sait tout, il a des webcams partout. Mais non, et en fait, le truc, c'est que visiblement, il serait en train de travailler sur un projet qui en interne s'appelle Quartz, et qui serait une sorte, effectivement, d'intelligence artificielle qui récupérerait toutes les informations de santé qu'on laisse à Apple via l'Apple Watch, via l'iPhone, et qui s'en servirait pour te faire des recommandations hyper personnalisées sur ton sommeil, sur ta nutrition, sur tes habitudes de vie, et peut-être même plus, sur des conseils santé carrément, et qui serait commercialisé sous forme d'un service. Donc tu aurais vraiment un service que tu payerais au mois avec une sorte de, alors pas de médecin, mais d'assistant médical, coach de santé, décris-le comme tu veux. Coach intelligent, avec lequel tu pourrais interagir. Alors on ne sait pas encore exactement comment, peut-être via un chatbot d'ailleurs, tu pourrais discuter avec lui. Il te donnerait des conseils. C'est intéressant quand même de voir, parce que ça s'articule parfaitement avec toute la stratégie d'Apple dans les services, c'est-à-dire se diversifier vers les services d'une part. Dans la santé, on sait que Tim Cook l'a dit plusieurs fois, il veut que Apple, on se souvienne d'Apple comme une entreprise de santé, et ils ont plein d'ambitions dans ce domaine-là, et avec l'idée aussi d'ajouter de plus en plus de capteurs intelligents dans les Apple Watch, dans les smartphones, dans les iPhones, qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la santé. Donc on va voir quelle forme ça prend. Pour l'instant, encore une fois, tout ça est très vague, et pour le coup, ce ne sera pas présenté à la WWDC, ça c'est quasiment certain, ce sera plutôt peut-être pour l'année prochaine, peut-être encore dans 2 ou 3 ans. C'est du plutôt moyen terme, on va dire. Avec l'Apple Watch qui sera on va dire sans doute la porte d'entrée de tout ça. C'est ça, exactement. Avec de nouveaux capteurs qui sont prévus. Mais c'est exactement ce que tu disais au début. Je trouve qu'on les a absolument pas entendus sur l'IA générative, ce qui est problématique parce que là, en ce moment, tu as l'impression que c'est the place to be pour tous les GAFAM. On le voit d'ailleurs. Ouais, mais c'est problématique, mais regarde justement tous les problèmes que ça pose. Et Apple, en étant un peu en dehors de ce truc-là, en disant écoutez les gars, battez-vous avec ce machin. Nous, on va attendre que la marmite soit à la bonne température, etc., pour récupérer le bébé. C'est une stratégie assez saine de la part d'Apple, qui est toujours une stratégie réfléchie. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que autant ça fonctionne bien sur le hardware, c'est-à-dire de voir ce qui fonctionne, tu vois, sur les smartphones. Je pense aux téléphones pliables, etc. Ils regardent pendant quelques années, et puis s'ils voient que ça fonctionne, ils mettent leur petit twist, ils le perfectionnent en termes de design, et c'est vrai que c'est la force d'Apple de faire ça, mais autant sur l'IA c'est compliqué parce que c'est vraiment une course de vitesse. C'est un truc où tu as besoin d'avoir de la data, d'abord de la masse de data, d'entraîner des modèles, et ça pour le coup, il y a une prime à celui qui commence et qui travaillent longtemps sur ces sujets. Et je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre, si tu veux, d'attendre 2, 3, 4 ans, de voir un petit peu ce que ça donne chez les autres et puis de lancer leur truc. Alors peut-être qu'ils ont des modèles qui tournent en interne et dont on n'a pas connaissance, ça c'est tout à fait possible aussi, mais je pense que sur ce sujet spécifique de l'intelligence artificielle, tu ne peux pas te permettre de prendre trop de retard. Donc là, le prendre par le biais de la santé, peut-être effectivement d'être moins généraliste que ses concurrents, mais d'avoir une ultra spécialisation dans la santé, c'est une porte d'entrée intéressante, c'est peut-être un pari stratégique intéressant, donc ça va être
peut-être on va suivre ça dans les mois qui viennent de toute façon. Voilà, et prochain rendez-vous WWDC que vous suivrez bien sûr sur la chaîne Tech & Co et dont on se fera l'écho un peu partout dans toutes les émissions et entre autres dans De quoi je me mail. Alors on va rester dans la santé parce que Apple n'est pas le seul à préparer la suite. Il y a WeThings, on va l'évoquer dans un instant, avec de nouvelles balances connectées. Moi j'adore cette boîte WeThings, mais on va y revenir. Et puis Samsung qui sort un nouveau device, en quelque sorte. Alors, qui est dans les cartons, dans les tuyaux. Il n'est pas encore sorti. Ils y réfléchissent. Ils ont déposé le nom. Il y a des brevets qui ont été déposés. Donc, on sait que, ça frétille, on va dire. Ça frétille chez Samsung. Ça frétille chez Samsung. C'est marrant parce qu'on parlait des nouveaux form factors, des nouveaux, le futur smartphone, etc. Alors, la montre connectée, c'est aussi un form factor intéressant. Mais peut-être que celui de demain, ce sera la bague. Et Samsung travaille sur une Galaxy Ring, visiblement, qui serait une bague connectée avec des fonctionnalités liées à la santé, un peu comme une montre, mais avec des fonctionnalités qui seraient au moins aussi poussées et en étant moins encombrants, puisque évidemment, tu as le format d'une bague. Ils travailleraient même avec des groupes de joaillerie, ils se seraient rapprochés d'eux pour avoir des bagues qui ressembleraient à des vraies bagues, mais avec ces fonctionnalités. Donc, tu pourras avoir un électrocardiogramme intégré, des fonctionnalités de tracking du sommeil, plein d'autres choses, on n'a pas encore tous les détails, mais c'est un peu la tendance. Enfin, je ne sais pas si tu en as vu au CES, je sais qu'il y avait beaucoup de startups qui présentaient ça. Mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je crois même qu'il y a un acteur français, il y a une startup française qui a lancé un truc comme ça. C'est Movano, non, c'est pas eux. Je sais plus. Parce qu'il y en a plusieurs. Moi, j'échappe. J'ai une autre boîte en tête, mais c'est pas les Français, c'est Oura, O-U-R-A, aux États-Unis, qui font un carton et qui ont notamment cartonné au moment du Covid, parce qu'il y avait cette histoire. Alors, je sais pas si ça a été validé scientifiquement derrière, mais qu'avec ces petits devices, en fait, tu pouvais détecter, à partir des variations du rythme cardiaque et de certains indicateurs, tu pouvais détecter le Covid avant les premiers symptômes, genre 2 ou 3 jours avant. Et donc, notamment, avec des problèmes de température, je crois. Ouais, alors tu avais peut-être ça aussi. Oui, c'est ça. Tu avais sûrement température, rythme cardiaque et tout. Et à tel point que la NBA avait commandé, je crois, 2000 bagues. C'est vrai. Pour tous ces joueurs, pour éviter les problèmes de contagion, etc. Donc tous les joueurs de la NBA avaient leur bague Oura. Donc ce qui était assez dingue, tu vois. Donc on se dit, en tout cas, il y a un potentiel pour ces petites bagues, et donc Samsung pourrait être le premier parmi les grands groupes technologiques à s'en emparer. Donc on va voir si c'est le prochain device que tout le monde aura. Oui, alors ça remplacera pas le smartphone, puisque il n'y a pas d'écran sur une bague, ça remplace même pas une Apple Watch, ça serait un outil supplémentaire qui te permettrait de monitorer ta santé quand tu vas courir, etc. On va voir. Quand Samsung pourrait présenter ça, on n'a aucune idée. Non, on ne sait pas. Pour l'instant, Samsung ne communique pas là-dessus. Et toujours dans la santé pour terminer, donc c'est WeThings, notre pépite de santé française, qui sort toujours des produits incroyables. Ouais. Moi, j'adore WeThings, vraiment. Belle boîte qui mériterait sans doute une résonance encore plus importante au niveau international. Ils commencent un peu à percer à droite à gauche. Et ils ont présenté une nouvelle balance. C'est ça, ils ont des nouvelles gammes de balances. Alors, c'est vrai que les balances, ça s'est beaucoup amélioré aussi ces dernières années. Balances connectées, ça existe depuis des années. Moi, je ne sais pas pourquoi je déteste ces appareils. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'en ai pas à la maison. J'ai pas de balance. Mais moi, j'en ai, mais il n'y a plus de piles dedans. Donc, pareil. Ça revient un peu au même. Ouais. Ça revient un peu au même en plus encombrant. Mais c'est ça. Et alors là, le truc, c'est ils ont présenté une balance. Alors, le concept est un peu particulier. C'est la balance qui te donne pas ton poids. Ce qui est quand même particulier aussi. D'un coup, on l'aime mieux. On l'aime mieux, c'est ça. Bah oui, alors en fait, tu montes dessus et elle va afficher non pas le chiffre de ton poids, mais des encouragements, ton rythme cardiaque, des informations contextuelles, etc. Et en fait, alors c'est moins bête que ça n'en a l'air, parce que quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? Alors, d'abord, tu peux lui demander quand même ton poids. Elle va te l'afficher si tu lui demandes. Voilà, mais il y a un mode les yeux fermés où elle ne l'affiche pas. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas être omnubilé par le chiffre, tu sais, du poids tous les jours, parce qu'en fait il y a ce truc quand tu fais un régime, j'en fais pas beaucoup moi parce que je suis pas trop gros. Non mais en plus tu cours 50 km par jour. Donc ça aide aussi. Ça aide. Peut-être pas par jour mais ça aide aussi, t'as raison. Mais du coup en fait t'as ce truc où tu vas être tenté d'aller regarder tous les jours, alors qu'en fait à très court terme ton poids il peut varier à cause de variations hormonales. Bien sûr. Ça dépend de ce que tu as mangé le matin et tout. Et ce qui compte en fait c'est la variation hebdomadaire ou mensuelle, c'est la courbe. En effet. Et donc l'avantage c'est que cette balance elle enregistre tout, elle consigne tout dans une application, mais t'as pas cette fixation
cette fixette. Quoi, oui, puis le verdict du chiffre tous les jours quand tu te lèves. C'est ça. Qui te fait culpabiliser, qui est très anxiogène, enfin bref, voilà quoi. Exactement. Donc je trouve que commence mal ta journée. Tu te fais engueuler par ta balance. Ouais, c'est ça. T'es bien quoi. Non mais c'est pas bon. Hein. Alors, mais du coup, si tu veux, c'est une fonctionnalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ajouté de plus en plus de fonctions liées à la santé en fait dans leur balance. C'est-à-dire que c'est plus seulement des balances. Tu as maintenant des capteurs cardiaques, donc tu fais électrocardiogramme. Tu as des capteurs qui vont analyser les terminaisons nerveuses pour chercher des signes pour les patients diabétiques. Tu as une petite poignée là, tu tires dessus et ça t'envoie un courant électrique, alors que tu sens pas évidemment. Mais ça va te faire une analyse corporelle beaucoup plus poussée. Il y a un truc incroyable, ils arrivent à analyser la santé de tes artères. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que suivant si ton artère est rigide ou pas, ça donne des informations sur la santé de tes artères. Et en envoyant des impulsions électriques, ils arrivent à détecter ça. C'est un truc de dingue. Non, mais WeSings est une boîte incroyable. Eric Carrel, qui est son fondateur, est tout bonnement génial. Ouais, absolument. Et voilà. Ils sont en train de créer tout un écosystème autour de la santé qui est quand même très intéressant, parce qu'eux aussi, ils ont des montres connectées. Ils avaient commencé avec des tensiomètres. Je me souviens à l'époque des tensiomètres connectés. Tensiomètres. Il y a même un truc que moi je teste, c'est une espèce de capteur que tu glisses sous ton matelas. Ah oui. Et qui analyse en fait ton sommeil de manière totalement transparente. Tu n'es pas obligé d'avoir une montre, tu n'es pas obligé d'avoir un appareil et tout, puisqu'en fait c'est sous ton matelas et ça va enregistrer ton rythme cardiaque. Ça te dit si tu ronfles, si tu fais de l'apnée du sommeil. Des trucs incroyables, parce que pour détecter l'apnée du sommeil, c'est tout un bazar. Il faut aller à l'hôpital, il faut que tu mettes toute une batterie de produits et tout. Et là, en fait, chaque jour, chaque nuit, en fait, ça analyse la qualité de ton sommeil. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et puis, ils avaient présenté au CES, tu te souviens, là, ce truc pour les toilettes. Oui. L'analyse du pipi. Analyse du pipi. On rigole, mais n'empêche, c'est hyper sérieux parce que ça peut permettre le suivi de certaines maladies. Bien sûr, dans les urines, il y a énormément de données santé, comme dans tous les fluides, finalement. Hein. Donc c'est hyper intéressant de voir tout cet écosystème. Alors après, c'est vrai que la limite, c'est... Moi, je suis un peu hypocondriaque en plus. Tu peux aussi devenir un peu obsédé par l'amas de ces objets connectés et de toutes les données qu'ils traquent. Tu es sur l'application sans cesse, tu vois une petite variation, tu dis qu'est-ce qui se passe et tout. C'est ça. Tu vois, c'est aussi. Mais comme tu dis, si c'est par exemple des points réguliers où on te dit rien et on t'avertit quand c'est bien ou que c'est pas bien, par exemple tous les mois, c'est peut-être plus rassurant. Voilà, exactement. Je pense il faut le faire comme ça si tu veux. Mais après, c'est l'utilisation que chacun d'entre nous peut avoir, qui peut devenir un petit peu obsessionnel. Moi, je suis un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Je suis beaucoup dans le tracking au quotidien. Tu parlais de course à pied. J'ai l'application Garmin, je vais regarder alors le rythme au kilomètre et alors mon rythme cardiaque, il était où, machin et tout. J'aime bien. En plus, ça me fait marrer. Tu vois ta progression aussi. Et puis c'est une motivation. C'est une motivation, mais il faut pas que ça devienne une obsession. Quoi. Non, c'est ça. Donc c'est juste ça, faire attention. Et bien voilà, merci Anthony. C'était plutôt riche encore l'actu. Il y a de quoi faire toutes les semaines. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Merci François. Et on attaque la deuxième partie. Est-ce que tu te souviens de ce robot Sony Aibo ? Le Aibo, mais bien sûr, je rêvais du Aibo. C'est un peu l'ancêtre du Spot de Boston Dynamics d'une certaine manière. Mais c'est un peu l'ancêtre du robot qui nous faisait rêver, quoi. Ouais, carrément. Tu sais que ça date de fin des années 90. Fin des années 90. C'était le 11 mai 99 et Christophe Joly a enquêté, a retrouvé les archives de Aibo et on va tout vous raconter dans un instant concernant ce petit robot Sony qui, avouons-le, n'a pas été un succès incroyable. Mais c'est aussi ça la tech. Il faut de temps en temps se planter pour avancer. Beaucoup de flops pour une réussite. Exactement. Merci Anthony. À la semaine prochaine et dans un instant, deuxième partie de quoi je mail. On plonge dans Nostalgique avec le robot Aibo et Christophe Joly. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.